Je suis Anne, je suis Anne-Claire Asselin, membre du bureau et présidente de X-Food. Et je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire d'1 h 30 sur le sujet viande et environnement. Juste pour votre information, ce webinaire est enregistré. Alors, juste en quelques mots et avant d'introduire nos deux orateurs, une rapide présentation d'X-Food, du thème. Ensuite, vous aurez les deux interventions et enfin, nous finirons par un débat. Donc, X-Food, qui sommes-nous? C'est le think tank créé par des anciens élèves de l'école polytechnique, créé en 2018. C'est un think tank qui est ouvert à tous et dont l'objectif est double. Le premier, c'est d'éclairer les controverses autour des sujets de l'alimentation, et on est vraiment dedans aujourd'hui avec ce sujet de viande et environnement. Et puis, le deuxième objectif, c'est de promouvoir les innovations auprès des décideurs et des cercles d'influence. Nous avons des valeurs fortes, nous nous sommes dotés d'un comité d'éthique, nous avons une indépendance de pensée. Nous sommes aussi là pour débattre d'un point de vue scientifique avec de la bienveillance, parce que les idées en fait, et les controverses, elles sont là. Et l'idée, c'est de les éclairer en s'écoutant et en ayant une approche constructive. Et enfin, l'objectif aussi, c'est d'avoir une approche holistique et une diversité de points de vue. Quand on dit approche holistique, c'est sur toute la chaîne de valeur, par exemple, ou aussi bien au niveau des territoires qu'au niveau planétaire. Notre thème 2021, pas de surprise là-dessus, ce sont les protéines animales. Et alors là, vous avez sur l'écran un calendrier des 4 réunions table ronde que nous avons prévu de faire ou que nous avons déjà faites autour de ce sujet. Donc, une première s'est déjà déroulée autour de l'impact santé. Aujourd'hui, nous sommes sur le sujet de l'impact environnemental. Nous aurons également une table ronde autour de l'impact économique et sociétal. Et enfin, une dernière table ronde autour des alternatives aux protéines animales. Tout cela pour finir par une conférence de clôture dont l'objectif est en fait de remonter les différents sujets qui n'auront pas été traités au niveau des tables rondes et d'avoir un traitement transversal de ce sujet des protéines animales, transversal et un peu plus global et systémique. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes sur le sujet de l'impact environnemental avec un menu, sans mauvais jeu de mots, qui est assez riche, et au sujet, pour lequel nous avons deux orateurs qui vont nous éclairer très largement sur la question, j'espère. Donc, ce sujet, viande et environnement, quels impacts et quels bénéfices? Parce qu'on a des impacts, mais nous avons aussi des bénéfices, et c'est là-dessus aussi que nous souhaitons l'éclairage de nos deux intervenants. Avant tout, donc, les règles du jeu encore une fois, de notre webinaire, qui rappellent en fait l'état d'esprit de notre groupe. Écoute, bienveillance, nous sommes sur un débat d'idées et sans dogmatisme, et nous sommes orientés solutions. La modération, donc vous avez à l'écran deux modératrices, Delphine Cordier, qui se cache sous l'acronyme secrétariat X-Food, mais qui vous sourit à l'heure actuelle, et moi-même, nous sommes toutes les deux membres du bureau d'X-Food. Au fur et à mesure des présentations, vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau via Zoom, donc non pas dans l'outil Converser, mais via l'aspect, le petit bouton questions et réponses qui figure sur votre onglet Zoom. Nous accueillons aujourd'hui, nous sommes ravis et super honorés d'avoir deux intervenants qui vont nous éclairer sur la question. Le premier, c'est Jean-Louis Perrault, que vous voyez aussi à l'écran, qui est chargé de mission auprès du directeur scientifique agriculture de l'INRA et qui est en charge des recherches en production animale. Et le second, que vous voyez à l'écran aussi, Philippe Pointreau, directeur environnement de Solagro, et également auteur du rapport AFTER 2050, d'une prospective autour de l'alimentation durable. Voilà le déroulé. Donc, vous aurez, pour commencer une présentation de Jean-Louis Perrault, nous aurons ensuite un petit temps de questions-réponses, essentiellement sur la compréhension que vous avez ou pas de ce que Jean-Louis aura présenté.
Ensuite, une présentation de Philippe. Chacune des deux présentations est autour de 15 minutes, avec également des questions de compréhension sur le sujet qu'aura présenté Philippe. Et enfin, nous terminerons et nous avons prévu une large place au débat. Donc, lâchez-vous, si je puis dire. N'hésitez pas. On est là pour débattre. On est là pour se frotter à la controverse, aux controverses, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est ça qui fait notre richesse. C'est ça qui fait aussi que nous sommes là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous les prendrons bien volontiers et nous aurons ce temps de réponse j'espère, riche et en tout cas long pour discuter avec nos intervenants. Voilà, donc excusez-moi, donc je passe la parole tout de suite à Jean-Louis Perrault qui va commencer. Merci beaucoup Jean-Louis et merci Philippe d'être là. Bien, bonjour à tous et merci Anne-Claire pour me donner la parole. Donc, il va falloir que j'affiche mon diaporama, mais il faut peut-être que toi déjà tu quittes ton option d'affichage. Je crois que si de ton côté, tu partages, ça devrait le faire. Oui, tu peux partager directement et ça, voilà, ça va aller directement sur l'écran. Ah, est-ce que vous voyez quelque chose là? Pas encore. Et ça vient. Ah, c'est bon, ça arrive. Ça arrive, je vais me mettre en plein écran, ça sera mieux. Voilà, c'est bon? Super. Alors, on va donc discuter un petit peu, échanger sur ces questions de l'origine des protéines dans notre alimentation. Alors, j'ai intitulé l'exposé « Protéines végétales ou protéines animales entre vraies questions et idées reçues ». Ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer d'exposer. L'élevage pose un certain nombre de questions, mais en même temps, parfois, il y a des idées un peu simplistes ou des raisonnements trop simplifiés qui amènent à un certain nombre de conclusions qui, de fait, ne sont pas si vraies qu'on veut bien le laisser croire. Donc, en fait, c'est compliqué. Alors, peut-être, pour être clair, déjà, à peu près tout le monde sait ça maintenant, toutes les évaluations environnementales, telles qu'elles sont faites aujourd'hui par analyse de cycle de vie, montrent que l'élevage a des impacts élevés. Et si on regarde, par exemple, le papier de Pourrenne-Lemetsek, qui est sûrement un des papiers les plus complets et les mieux faits en la matière, il montre bien que si on regarde les émissions de gaz à effet de serre pour 100 grammes de protéines produites, en rouge, on voit les produits animaux et en vert, avec des toutes petites barres presque insignifiantes, des produits végétaux. Et donc, on conclut que la production de viande bovine a un impact environnemental très, très élevé. Et en général, l'impact qu'on a d'ailleurs sur les gaz à effet de serre, on le retrouve sur d'autres critères d'eutrophisation, d'acidification. Et donc, le raisonnement un peu simple, dire réduisons les barres rouges qui sont élevées, remplaçons-les par des barres vertes plus faibles et ça sera plus durable. Bon, sauf que raisonner 1 kilo de viande ou 1 kilo de cacahuètes, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc on voit bien qu'il faut quand même moduler un peu les propos. Et puis surtout, dans les productions animales, il y a des variations qui peuvent être très élevées entre les modes de production. Donc l'analyse, elle reste sûrement simpliste, mais elle met quand même le doigt sur un problème qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Alors, je vais présenter mon exposé en 3 parties. Alors, d'abord sur les émissions de gaz à effet de serre par le secteur de l'élevage, puisque c'est quand même un des sujets un peu chauds, si on peut dire. Un deuxième partie sur les effets de l'élevage sur les écosystèmes, autres que le climat. Et puis, 3e point sur aussi quelque chose qui est souvent dit auprès de l'élevage utilise trop de ressources. Alors, si on regarde les émissions de GES qui sont liées à l'élevage, première chose, alors, déjà, on peut dire l'élevage en Europe, c'est 8%, de bovins, entre autres, c'est 8% de la population mondiale. Donc voilà, ça veut dire qu'on va jouer sur cette fraction-là, si on fait quelque chose chez nous. Alors effectivement, si on regarde à l'échelle de la planète, vous voyez que sur le graphique, l'intensité des émissions par kilo de protéines produites en Europe de l'Ouest, c'est les petites barres à gauche, à droite du graphique, sont beaucoup plus faibles que dans toutes les autres régions du monde. Bon, voilà, on peut être content, mais ça veut dire qu'il y a quand même des émissions et qu'il faut les réduire, que ce soit en lait ou en viande. Ce qui veut dire aussi que dans un monde où la consommation de produits animaux et de viande en particulier va s'accroître fortement, même dans les scénarios les plus optimistes de la FAO, c'est encore de plus 30%,
Tout ce qui ne sera pas produit en Europe sera produit dans d'autres territoires sur la planète qui seront a priori moins efficients qu'en Europe. Par contre, aussi en Europe, ça c'est des données que j'ai reprises de la FAO, qui vous montrent les gammes de variation des émissions de gaz à effet de serre par différents types de produits, donc la viande bovine, le lait de vache, la viande ovine, le lait des ovins, les porcs, les volailles et les œufs, qui vous montrent qu'effectivement, la viande bovine, ça a des émissions très fortes, mais c'est aussi très variable hein, dans les box-plots, là on voit bien, et que donc ça veut dire que quelque part, il y a des marges de manœuvre, il y a des systèmes qui, a priori, en tout cas sur ce critère-là, sont plus vertueux que d'autres. Donc, il faut aller les rechercher. Alors, quelles sont les voies de progrès pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre de l'élevage? Je vous ai représenté ici à gauche, en gros, ce qui se passe dans une ferme bovine européenne. Qu'elle soit de lait ou de viande, ça ne change en fait pas grand-chose sur la répartition des émissions. Et on voit que le rumen des vaches, donc la panse, c'est la moitié des émissions, c'est le fameux, ce qu'on appelle méthane entérique. Et puis ensuite, il y a des émissions qui sont liées à la gestion des effluents. Et puis en gros, après, c'est toutes les émissions qui sont liées à la production d'aliments qui sert à nourrir les animaux, qui, elles, fonctionnent, enfin, sont des émissions aussi bien chez les monogastriques que chez les ruminants. Les ruminants, ils ont cette partie-là rouge en plus qui est le rumen, qui est en fait la conséquence que le ruminant il valorise de l'acétose et que la digestion de l'acétose conduit à du méthane. Ça, c'est un processus, on va dire, ancestral, naturel, lié aux espèces. Alors, quelles sont les voies de progrès? Alors, il y en a une qui est tout le temps citée dans la littérature, c'est la forte réduction de l'élevage. Évidemment, si on casse du ruminant, il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre liées à ces ruminants. En tout cas, si on met en place d'autres systèmes qui valorisent correctement les surfaces, parce que on peut peut-être aussi avoir des dégagements de gaz à effet de serre avec d'autres pratiques. L'inconvénient de réduire fortement l'élevage de ruminants, c'est que d'abord, ça va conduire à réduire encore plus les surfaces en prairies, donc à retourner des prairies et donc à déstocker du carbone qui a été stocké dans les sols, dans les prairies permanentes. Et puis, c'est ce que je vous disais, des risques de transfert de pollution de gestes. On en fera moins en Europe, mais on en fera plus dans les autres parties du monde. Donc, une autre façon de travailler, c'est de réduire l'intensité des émissions, les deux n'étant pas forcément d'ailleurs exclusives. Sur l'efficience du troupeau, on peut réduire la production de méthane. Alors d'abord, en sélectionnant peut-être des animaux moins émetteurs, ce n'est pas si facile que ça et il peut y avoir des antagonismes avec l'efficience de l'animal. Bon, je ne vais pas insister, mais s'il y a des questions, je pourrais aller plus loin. On peut surtout travailler sur des pratiques alimentaires qui réduisent les émissions. Et là, il y a des choses qui existent, hein, notamment des additifs qui peuvent être mis dans les rations. Ça peut être des acides gras polyinsaturés, par exemple, qui réduisent de 20 ou 30% les émissions de méthane. Donc, ça peut être très efficace et en même temps, ça accroît en oméga 3 la composition des produits animaux. Et puis, il y a donc c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et puis, il y a la gestion des troupeaux. Est-ce qu'on ne peut pas réduire les effectifs d'animaux sans toucher à la production en limitant le nombre d'animaux, entre guillemets, improductifs? Et là, c'est une voie qui n'est pas inintéressante au niveau français parce qu'en fait, on a les éleveurs ont tendance à faire véler leurs animaux très tardivement et on a donc toute une population de jeunes animaux qui ont entre 2 et 3 ans, qui pourraient être en production et qui sont encore au stade de génisse et qui donc, voilà, on pourrait faire véler plus tôt. Et puis, les animaux, souvent, ont des carrières beaucoup trop courtes maintenant et donc allonger la carrière, ça permettrait de produire du lait en ayant moins d'animaux. On peut imaginer que cette gestion du troupeau, on économise à peu près une dizaine de pourcents sur l'effectif des animaux et donc sur les émissions, ce qui n'est pas nul. Ça veut dire qu'on peut baisser de 10% les émissions du troupeau national avant même de commencer à réduire la production. Et puis, les autres voies, c'est des voies qui sont liées à la production des aliments, à la gestion des effluents, donc tout ce qu'on va mettre derrière l'agroécologie, la circularité. Et là, non seulement on réduit les émissions de méthane, mais aussi les émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus important, encore, enfin, avec un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le méthane, et qui surtout reste longtemps dans l'atmosphère. Donc là, c'est l'utilisation des légumineuses qui vont permettre de se passer des engrais azotés, une gestion adaptée des effluents. Bon, là, je n'insiste pas, pareil, c'est des questions, j'y reviendrai. Travailler sur la séquestration du carbone dans les sols, par exemple, avec des pratiques comme l'agroforesterie et le redéveloppement du pâturage, et puis la production d'énergie verte à travers la méthanisation des effluents, par exemple. Disons, tous ces volets sur l'écologie et la circularité sont valables chez les ruminants comme chez les monogastriques.
Et puis aujourd'hui, la FAO se repose des questions sur ces émissions du secteur bovin et la façon de les quantifier et de les exprimer. Alors, c'est un peu compliqué, c'est en cours de réflexion au niveau des instances internationales. Je vous ai représenté ici les calculs tels qu'ils sont faits aujourd'hui classiquement par le GIEC, on calcule des équivalences CO2 émis par toutes les activités anthropiques sur la planète, qu'elles soient liées à de l'utilisation de l'énergie fossile, c'est tout à fait à gauche sur le graphique, ou qu'elles soient liées aux ruminants qui produisent du méthane, et tous les résultats que je vous ai montrés sont calculés comme ça. Et on somme le méthane des ruminants, le méthane de l'énergie fossile, le CO2 qui provient de l'énergie fossile. Or, en fait, les produits, les ruminants, le méthane, lui, c'est un gaz à effet de serre à courte durée de vie dans l'atmosphère qui est très vite oxydé et qui se retransforme en CO2. C'est vrai aussi d'ailleurs pour le méthane qui provient de l'énergie fossile, bien sûr. Sauf que le cas particulier des cycles de carbone biogéniques, c'est-à-dire ceux qui sont liés aux animaux, en particulier aux ruminants, ce CO2, il est en fait recapté par photosynthèse, par les plantes et par la prairie en particulier quand on a des ruminants, qui sont en fait ce carbone qui fait de la cellulose, qui fait des protéines dans les plantes et qui ensuite est remangé par les animaux. Et quelque part, on a une espèce de cycle, enfin, c'est pas une espèce, c'est un cycle qui tourne à échelle de 10-12 ans comme ça, et au passage, il peut y avoir un peu de carbone stocké dans les sols. Donc, le calcul des équivalents CO2 interprète sûrement pas très bien le rôle du méthane de l'élevage dans le changement climatique, et qu'en fait, tant que ce cycle ne change pas en intensité, si on n'augmente pas les émissions des ruminants, donc si on ne met pas plus de ruminants, il n'y a pas de réchauffement additionnel lié à cette production de méthane. Donc, il ne faut surtout pas augmenter le nombre de ruminants. Malheureusement, ça se fait dans d'autres pays du monde. En Europe, on est plutôt dans une phase de décroissance et en France, elle est même assez nette. Et donc, il ne faut surtout pas accroître le nombre de ruminants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix d'unités fonctionnelles. Ce que je disais tout à l'heure, on exprime tout par kilo de produit, mais on ne peut pas comparer tous les produits entre eux puisqu'ils n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles. Et la FAO se pose beaucoup de questions, notamment en reprenant des papiers qui viennent d'Europe du Nord, Norvège notamment, et qui vous montrent ici que l'impact d'un kilo d'aliments varie selon la façon dont on l'exprime, si c'est des gestes par kilo brut ou en fonction des apports nutritionnels des aliments. Un kilo de fromage, ça n'amène pas les mêmes nutriments qu'un kilo de banane. Et vous voyez que sur les petites barres bleu clair ici, on change assez sensiblement la hiérarchie entre les aliments selon la façon dont on exprime les choses. La viande rouge, d'ailleurs, restant de toute façon l'aliment le plus émissif, même si on prend en compte sa valeur nutritionnelle. Donc, vous voyez quand même encore beaucoup de questions sur la façon dont on utilise et on exprime ces gaz à effet de serre. Les autres points que je voulais mentionner sur l'élevage, c'est ses effets sur les écosystèmes. Et là, on a tous en tête, moi en particulier qui vis en Bretagne, l'immense problème des algues vertes. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions-là. Si on regarde que ce soit la carte des émissions de nitrate en Europe ou d'ammoniac, un projet européen, c'est Nitro Europe, voilà, c'est l'EIP et compagnie, qu'on a repris dans une étude récente avec d'autres collègues. En gros, 80% de l'azote d'origine agricole qui se retrouve dans les aquifères ou dans l'eau, c'est de l'azote qui provient de l'élevage, directement ou via les aliments qui ont été produits pour nourrir les animaux. Et 90% des émissions d'ammoniac. Donc là, il n'y a vraiment pas photo, il y a un effet majeur de l'élevage sur ces flux-là, notamment de l'élevage qui est concentré sur un certain nombre de territoires. On voit bien que les couleurs, c'est bien l'ammoniac, c'est bien quand même le Danemark, la Hollande, le Benelux, l'ouest de la France, la plaine du Pô. Donc, c'est les régions où il y a de l'élevage intensif qui ont ces émissions d'ammoniac énormes et ces émissions de nitrate. Donc là, il n'y a pas photo, même si on peut parfois se satisfaire, et les gens des filières le disent souvent, que des progrès ont été réalisés. Vous voyez ici une carte de France qui est issue d'un travail fait au niveau du ministère de l'Agriculture, où les seules zones en France où la teneur en nitrate des eaux baisse de façon assez sensible, c'est le Grand Ouest, et c'est donc une zone qui est très touchée encore par les algues vertes. Mais malgré tout, malgré ça, on est quand même en retard sur les objectifs. Bon, je vous ai juste mis un chiffre pour illustrer ici. On est loin de ce que l'on devrait faire, même si on peut dire qu'il y a eu des efforts. Alors, comment réduire ces émissions d'azote vers l'eau et l'air?
Alors, évidemment, la réduction des effectifs animaux, ça peut être une chose, mais si on transforme la Bretagne en plaine céréalière, c'est pas dit qu'on ait beaucoup moins d'algues vertes, en fait, hein, parce qu'il y aura toujours beaucoup d'azote mis en œuvre dans le système. Donc, c'est la gestion agronomique des effluents et éviter les pertes d'ammoniac. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment au niveau du ministère, avec des plans pour l'amélioration des bâtiments, le stockage, l'épandage, avec un plan notamment sur les matériels moins émissifs. L'objectif, c'est de réduire de 60% les émissions d'ammoniac, et ça, c'est réaliste. Hein. C'est un objectif qui est réaliste. Après, c'est le développement de nouvelles filières qui valorisent les lisiers. J'en ai déjà parlé pour les gaz à effet de serre, c'est des biogaz, c'est des extractions d'ingrédients. On peut extraire des enzymes, des lisiers, ça créerait des chaînes de valeur autres que celles que l'on a aujourd'hui. On peut extraire des minéraux, azote, phosphore, ce que font les Hollandais, ce qui au passage d'ailleurs permettrait au système d'élevage de sortir de la directive nitrate, parce qu'il sortirait des engrais minéraux et plus des engrais organiques. Bon, c'est un peu idiot, mais stratégiquement, par rapport à la réglementation, ça pourrait s'envisager. Et puis, la production d'énergie. Puis, le dernier point auquel je crois aussi pas mal, c'est dans les zones d'élevage plus intensives, de fabriquer des composts qui peuvent être, c'est des produits qui sont désodorisés, hygiénisés, qui peuvent être transportés dans d'autres régions, comme un amendement des sols, dans des régions où il y a plus de matière organique dans les sols. Et puis, pour les nitrates, eh bien, il reste l'organisation spatiale des activités pour réduire le lessivage de nitrates. Ça, c'est des points que j'avais mis en avant dans une expertise que j'avais coordonnée à l'échelle de la France il y a déjà une petite dizaine d'années. Le rôle des prairies, des légumineuses, des haies, et puis, par-dessus tout, la relocalisation de l'élevage. Moins d'élevage en Bretagne, mais un peu plus d'élevage dans les zones où il a complètement disparu, par exemple. Autre point qui est important, c'est, on parle beaucoup d'élevage et de biodiversité, c'est une relation qui est très complexe parce qu'elle est locale et à distance, et elle est immédiate et différée dans le temps. Donc, c'est vraiment des questions complexes. Et en fait, l'élevage, il y a un graphique que j'ai repris de la FAO, peut intervenir à différents niveaux, dans les changements d'habitat, via la pollution. Alors, le changement d'habitat, c'est typiquement la déforestation en Amazonie, hein, avec une photo là, que j'ai repris de Greenpeace. C'est des pollutions. Bon, on vient de parler des algues vertes en Bretagne, c'est quand même pas très favorable à la biodiversité. Le changement climatique, hein, et puis les sur- ou sous-exploitation des milieux. Mais en même temps, donc c'est tous les points rouges qui sont négatifs, mais en même temps, l'élevage, dans certains, s'il est bien conduit, il peut avoir des points positifs. Donc, je ne vais pas, notamment la connectivité dans les paysages. Donc, sans trop détailler, vous voyez qu'à chaque fois, il y a du positif, enfin, il peut y avoir du positif et il peut y avoir du négatif. Tout dépend comment l'élevage est conduit. Alors, aujourd'hui, l'élevage européen, d'abord, il contribue à une perte de biodiversité, c'est indéniable, notamment à travers l'importation de soja liée à la déforestation mondiale. L'Europe importe 10% de la déforestation mondiale via les tourteaux de soja, via la viande qu'on importe, mais aussi via le caoutchouc, le bois, etc., l'huile de palme. Par contre, en local aussi, l'eutrophisation des milieux, repenser aux algues vertes, c'est important. Par contre, l'élevage, notamment l'élevage de ruminants basé sur la prairie, peut avoir des influences très positives sur la biodiversité. Bon, je vous ai mis quelques photos ici à travers la diversité des espèces cultivées, dont les plantes mellifères, avec des assolements qui utilisent de la prairie, ou bien à l'échelle des paysages, en faisant des paysages diversifiés qui permettent à toute une filière d'espèces qui se déplacent sur de petites distances ou sur de grandes distances, qui vont des insectes aux petits mammifères et aux oiseaux rapaces qui mangent les mammifères, de vivre et de survivre. Vous voyez qu'entre deux paysages, un de bocage et un d'open field, on imagine bien la différence de biodiversité qu'on peut avoir. Sachez en France qu'une unité de gros bovin, donc en gros une vache, est associée à 90 mètres linéaires de haies statistiquement. L'élevage, il émet des gaz à effet de serre, mais il peut aussi servir à stocker du carbone. Donc là, c'est une étude qui a été conduite à l'INRA très récemment par mon collègue Sylvain Pellerin. Donc, il vous montre sur la partie de droite qu'effectivement, les sols de prairie stockent du carbone, alors que les sols de culture n'en stockent pas ou en ont déstocké sur les années récentes. Par contre, que de nouvelles pratiques peuvent être mises en évidence pour stocker plus de carbone. Dans les zones de culture, les semi-directs, les insertions de cultures intercalaires, mais on voit aussi l'importance que peut avoir l'apport de fumier ou l'introduction de prairies dans les rotations, qui permettraient d'aller bien au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Donc l'élevage et la prairie, ils peuvent avoir un rôle pour stocker du carbone.
Et puis, le dernier point qu'on voit moins, auquel on pense moins souvent, c'est est-ce que l'élevage ne peut pas contribuer aussi à la lutte contre l'utilisation trop massive des pesticides? La réponse semble être oui. À nouveau, ça va dépendre du type d'élevage. Mais vous voyez ici deux cartes de France. La carte de France des surfaces en prairies permanentes en vert, plus c'est vert, plus il y a de prairies permanentes. Et à côté, la carte de France des surfaces qui reçoivent des pesticides. Plus c'est clair, plus il y a de pesticides sur la surface, plus c'est bleu foncé, moins il y a de pesticides sur la surface. Vous voyez qu'il y a une certaine concordance des choses, d'où l'idée de, si on réduit la prairie permanente, on aura des contre-effets, notamment sur l'utilisation de pesticides et le déstockage de carbone. Et puis, dans le grand plan éco-phyto qui est développé en France, vous voyez ici les complémentarités entre culture et élevage. Dans des fermes de polyculture-élevage, les agriculteurs-éleveurs, finalement, utilisent moins de pesticides. Ils ont un index de fréquence de traitement de 2,3, contrairement aux fermes de culture spécialisées qui sont plutôt à 3,5, 3,7. Bon, il y a un certain nombre d'explications à ça, mais vous voyez qu'une gestion bien conduite de fermes de polyculture-élevage permet d'être moins gourmand en pesticides. Dernier point, avant de terminer, c'est l'utilisation des ressources par l'élevage. Alors, on dit que l'élevage utilise beaucoup de ressources, beaucoup de surface. C'est vrai, mais il faut aussi dire que l'élevage recycle dans la chaîne alimentaire des biomasses qui ne sont pas consommables par l'homme. Je rappelle que plus de 75 à 80% des biomasses produites par l'agriculture sont une biomasse que nous, êtres humains, on ne peut pas consommer directement. Alors, c'est des surfaces non cultivables, bon, les prairies, c'est permanente, surface toujours en herbe, c'est des prairies semées qui peuvent être tournées pour faire des céréales, mais qui ont des rôles écologiques, on les a vus un petit peu précédemment, c'est tous les coproduits des filières végétales, c'est presque 10 millions de tonnes en France, et puis c'est tous les écarts des industries agroalimentaires. Les pertes, les racines, les feuilles de carottes, enfin, des choses comme ça, par exemple. Et donc, vous voyez que à l'échelle mondiale, donc là, c'est un travail qu'on vient de faire avec Anne Mottet, la FAO, au niveau du monde, les ruminants ne sont pas en compétition avec l'alimentation humaine sur la production de protéines. Au contraire, ils produisent plus de protéines qu'ils ne mangent de protéines végétales qui pourraient être mangées par l'homme. Une protéine de blé, par exemple, de grains de blé. Au niveau de l'Europe, on a des systèmes beaucoup plus intensifs qu'en moyenne dans le monde, et donc on voit que le rôle des ruminants, il est variable. Il peut être un peu négatif, c'est-à-dire qu'il faut 2 kilos d'une protéine, enfin on ne produit qu'un demi-kilo de protéines pour 1 kilo de protéines consommables par l'homme, mais consommées par les animaux, mais on peut être aussi dans des systèmes très productifs qui font plus de protéines qu'ils n'en consomment. Les monogastriques sont de fait moins efficaces quand on raisonne sur ce critère-là. C'est ce qui va un peu à l'encontre de choses qu'on entend, mais un porc et une volaille ont une alimentation beaucoup plus en compétition avec l'alimentation humaine qu'un ruminant. Par contre, et c'est vrai aussi, dans des zones de culture, quand on fait des productions animales, que ce soit du porc, de la volaille, de l'œuf ou du lait, on produit moins de protéines à l'hectare que quand on fait du blé ou d'autres types de céréales. Vous voyez les ordres de grandeur. Évidemment, le système le moins productif, en l'occurrence, c'est la viande bovine qui doit vraiment être réservée, comme je le montre sur la petite photo du bas, dans des territoires où vraiment on ne peut rien faire d'autre que laisser pousser de l'herbe et y mettre des animaux pour la valoriser. Dans les plaines fertiles, il faut se poser la question du bon rapport entre la production de protéines animales et de protéines végétales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, oui, l'élevage a des impacts et réduire ces impacts, c'est absolument essentiel. Et pour faire un petit clin d'œil au rapport Livestock Long Shadow de 2006 qui a lancé un peu toutes ces questions, l'ombre de l'élevage peut être réduite, pas annulée, mais réduite. Il ne faut surtout pas opposer animal et végétal, il faut rechercher des synergies entre les deux. Et il y a aujourd'hui beaucoup trop de publications qui gardent encore une vision très simpliste des choses. La viande rouge émet beaucoup de GES, on coupe la viande rouge et ça ira mieux. Non, c'est plus compliqué que ça. J'espère vous avoir montré à travers quelques exemples que ces synergies méritent d'être travaillées. L'élevage de fait n'est donc pas qu'un problème, c'est aussi une partie de la solution pour développer des systèmes alimentaires circulaires et durables. Si on joue bien le fait que l'élevage est recycleur par nature, et ça c'est vrai que le développement d'élevage très intensif depuis quelques décennies va à l'encontre de ça, il faut peut-être retrouver les vraies valeurs de l'élevage, et les effets de l'élevage sont souvent plus nuancés qu'il est souvent dit. Et donc, clairement, il faut repenser la complémentarité entre les filières sur les territoires,
penser qu'il y a une diversité de systèmes qui produisent une diversité de services et qu'il n'y a pas l'élevage en général, il y a différents types d'élevage et qu'il faut articuler la production d'aliments, ce qu'en gros, dans la littérature, on met sous l'efficience d'utilisation des ressources, mais aussi celle de biens immatériels pour lequel l'élevage, ou en tout cas certains élevages, notamment le ruminant à l'herbe, mais pas que, sont bien placés. C'est pour, non seulement il faut utiliser efficacement les ressources, mais il faut les entretenir. Il faut entretenir la fertilité des sols, il faut entretenir la biodiversité, etc. Et là, un élevage bien conduit peut y aider. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, et on terminera juste en disant que des systèmes d'élevage agroécologique, il faut les voir que c'est bien plus que simplement la production d'aliments et que raisonner des émissions de gestes à des kilos de lait ou des kilos de viande ou des kilos d'œufs, c'est quand même très restrictif parce que l'élevage peut faire autre chose. Et ces vaches-là, sur ce territoire, elles font autre chose que de produire du lait ou de la viande. Voilà. Merci, merci Jean-Louis. Alors, très rapidement, on a deux questions. Donc, on a pas mal de questions qui ont été posées. Pour le moment, il y en a deux qui sont plutôt des questions de clarification. D'accord. La première question, c'est, je crois que c'est à propos des ruminants, où tu disais qu'ils consomment moins de protéines, mais on détruit bien des forêts pour faire des plantations de soja pour les nourrir. Donc, est-ce que c'est correct? Oui. Oui, mais ils produisent beaucoup plus de protéines qu'on ne détruit de forêt pour faire du soja à l'échelle de la planète. Alors, c'est pour ça qu'à l'échelle française, j'ai mis que ça variait de 0,4 à 2. Si on prend un système laitier intensif qui est du maïs-soja, il est à 0,4 ou 0,5 ou 0,6. Si on prend un système de vaches, comme je viens de vous montrer, là, des Montbéliardes qui font du comté, c'est un système qui a 2, à plus de 2. Donc voilà, là, il faut bien distinguer ce qui est cette efficacité ou cette efficience de transformation des protéines de ce qui est la productivité, parce qu'il y a des systèmes qui sont peu productifs, mais très efficients, alors que les systèmes maïs-soja, ils sont très productifs, mais pas efficients, puisqu'en plus, ils conduisent à déforester. Mais on peut faire du lait intensif sans soja aussi, hein, c'est possible. D'accord, ok. Autre question, c'est est-ce que les calculs des émissions de protéines végétales prennent en compte leur transformation? Les productions de protéines végétales que je mentionnais, non, c'est les protéines sorties champ. Après, il faut intégrer qu'au moment de la transformation, il y a des pertes, et en particulier, par exemple, aujourd'hui, dans un champ de blé, 60% des protéines du grain de blé vont dans la chaîne alimentaire humaine, et 40%, c'est des protéines qu'on ne consomme pas, nous. Donc, qui sont consommées par les animaux. Donc, il faudrait tenir compte de ça, et puis il faut tenir compte aussi qu'une protéine de blé, ce n'est pas une protéine animale, c'est beaucoup plus déséquilibré en acides aminés, ça n'a pas forcément les mêmes micronutriments associés. Enfin, il y a beaucoup de choses à considérer. Enfin, après, on revient sur le calcul des rations, qui est un sujet, enfin, de la diète, qui est un sujet très, très complexe. Là, je vous ai juste mis les ordres de grandeur, parce qu'il faut être clair, on produit moins de protéines à l'hectare avec un animal qui est un transformateur secondaire de toute façon, qu'avec directement du végétal. Okay. Dernière question de clarification. Les systèmes européens très efficients évoqués au début sont-ils les systèmes ruminants très herbagés? Alors, globalement, les systèmes européens sont très efficients parce que la meilleure façon de baisser l'empreinte carbone d'un animal, c'est de le faire produire plus. Et d'ailleurs, c'est bien un des problèmes, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure dans la discussion, mais dans l'affichage environnemental, les systèmes bio sont bien moins bien notés que les systèmes intensifs, ce qui est ce qui est étonnant. C'est parce que voilà, on n'a pas tout pris en compte. Hein. Le fichage environnemental prend les gestes, ne prend pas la fertilité des sols ou la biodiversité. Donc, voilà. Donc les systèmes européens sont globalement plus efficients que les systèmes mondiaux parce que c'est des animaux beaucoup plus productifs. Et dans les systèmes européens, les systèmes herbagés peuvent être bien classés s'ils sont bien conduits, même si, comme c'est le cas actuellement, on ne prend pas en compte dans tous les chiffres que je vous ai donnés le stockage de carbone par la prairie, parce que ça baisserait, ça baisse beaucoup l'empreinte carbone des produits animaux, mais c'est aujourd'hui pas pris en compte dans les calculs officiels, donc je l'ai pris en compte dans les graphiques que je vous ai montrés. D'accord. On a encore plein d'autres questions, Jean-Louis, mais je pense qu'on va passer maintenant à la prochaine présentation. En tout cas, il y en a d'autres à venir une fois qu'on arrive à la partie du débat de ce webinaire. Donc, je les garde bien aux choses sous le bras et puis je propose qu'on passe à Philippe
Du coup, eh bien, Philippe, à ton tour. Voilà, tu as un quart d'heure pour nous parler de ce sujet. Voilà, je te laisse la place. Et Philippe, n'oublie pas, tu es en mute, hein. Là, c'est bon? Vous voyez le plein écran? Oui, c'est parfait. Ok, eh ben, c'est parti. Bonjour à tous donc et à toutes. Alors, attends. Hop. Oui, juste donc Solagro, c'est moins connu qu'INRA, mais on est une association qui est basée à Toulouse. Voilà, on est une quarantaine de salariés et on travaille sur la transition, on va dire, énergétique, écologique et agricole et alimentaire. Voilà. Et je reparlerai donc d'un scénario qu'on porte depuis 2010 qui s'appelle After 2050. Voilà, on est basé à Toulouse avec une petite antenne à Lyon. Voilà. Après, donc juste quelques outils qu'on met à disposition de tout le monde sur cette transition. Dialex, c'est un outil qui nous a permis qui permet de faire des diagnostics agro-environnementaux de ferme, donc de récupérer beaucoup de données justement sur les pressions, les intrants dans les fermes, et donc de calculer notamment des ACV. Osae, c'est une plateforme que vous pouvez aller voir qui présente des exploitations agricoles, que ce soit végétales, animales, dans vignes, qui ont fait la transition agroécologique. RBA, c'est un outil sur la lutte biologique pour se passer d'herbicides. Et After 2050, c'est un scénario que je vous développerai un petit peu tout à l'heure. Alors, les éléments de contexte par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis. Alors déjà, ce qui est important, c'est, je vais surtout parler de la France, parce que quand on commence à mélanger la France, l'Europe et le monde, on ne s'y retrouve plus du tout. Et comme chaque pays a vraiment des spécificités, comme le montre ce tableau issu de la FAO sur la consommation de protéines par pays. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est quasiment le premier consommateur de protéines au monde. On est dépassé que par des petits pays comme l'Islande, Hong Kong, et on consomme pratiquement autant de protéines animales que les États-Unis. Donc ça, c'est bien entendu très différent de la situation, par exemple, en Inde ou au Népal, qui en consomment beaucoup moins que nous. Et la différence porte surtout sur les protéines animales. Voilà. Donc en fait, il faut bien voir que la majorité de la population dans le monde vit avec beaucoup moins de protéines animales que nous. Et d'ailleurs, l'OMS recommande d'en consommer moins, et donc la France en consomme 1,7 fois trop. Donc on a largement des marges de manœuvre pour réduire ces protéines animales, et c'est même recommandé, quoi. Alors justement, parmi ce qu'il faut avoir en tête sur le contexte, là vous avez les travaux de Scarborough, mais en gros, on arrive à peu près dans toutes les publications aujourd'hui aux mêmes données. C'est ce qu'a dit Jean-Louis au départ. La viande émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre. Et si on regarde les régimes alimentaires, d'aller vers un gros consommateur de viande, donc plus de 100 grammes, c'est au-dessus de la moyenne française, on va dire, puisque la moyenne française est à 100 grammes par jour, jusqu'au végan, on voit qu'on a une division quasiment par 2 ou 3. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc là, on est émission périmètre de distribution, que si on suit l'accord de Paris, il faut savoir que si on donc les émissions françaises de 1990, on les divise par le nombre d'habitants de 2050 et par 4, on se retrouve avec un quota à ne pas dépasser de 1,9 tonnes de CO2 par an. Et en fait, c'est plus que ce que produit aujourd'hui ou ce qu'émet aujourd'hui un régime français, puisque la moyenne qu'on avait calculée, qui est dans Bionutrinet, donc qui est en gros le régime moyen des Français, on est à 2,5. Voilà, donc rien que pour l'alimentation, on est déjà au-dessus des émissions qu'il ne faudrait pas dépasser. Donc ça montre que l'alimentation et le changement des régimes alimentaires est vraiment fondamental. Alors, juste pour qu'on voit que c'est exactement la même carte qu'a montré tout à l'heure Jean-Louis. Là, on a ce qu'on appelle l'agriculture à haute valeur naturelle, qui repose essentiellement sur la polyculture élevage et la prairie. Et là, on retrouve bien entendu tous ces territoires qui cachent derrière des races différentes, comme la normande. La Montbéliard, c'est la photo qu'a montré à la fin Jean-Louis, mais aussi toutes les races de moutons, etc. Donc essentiellement les races ruminantes. Mais il faut savoir que ces systèmes-là sont assez dominants quand même sur la viande, mais extrêmement faibles sur le lait, quoi.
Les produits comme sous appellation d'origine contrôlée, c'est moins de 10% du lait, quoi. Donc, il faut quand même comprendre que l'essentiel du lait en France est produit à partir du maïs et du soja. Et donc, une grosse partie de la viande qui vient de l'élevage laitier est produite aussi à partir du maïs et du soja. Et que la limousine est bien haute valeur naturelle, mais une grande partie des veaux limousins se font engraisser en Italie à partir de maïs, de raie gras et de soja. Voilà. Alors, ça, c'est le beau visage qu'on a développé, tous les atouts de l'élevage, hein, essentiellement ruminant. On n'a pas trop parlé des monogastriques, mais on va en parler. Donc, c'est vrai que ça contribue à la fois à gérer les estives en montagne, à entretenir même dans la vigne ou l'enherbement. Enfin, il y a plein d'atouts intéressants pour cet élevage extensif. Aujourd'hui, enfin, là, vous avez la vache camarguaise, qui est une des rares races à viande sous appellation d'origine protégée. Voilà, bon, ça, je vais vite passer sur aussi ce qui a été montré, donc l'intérêt de ces milieux-là pour des espèces comme le râle des genêts, voilà. Alors, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que cet élevage, en fait, n'a cesse de s'intensifier et ce n'est pas terminé. Donc, si on regarde le bovin lait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas encore des élevages de très grosse taille, mais en fait, on se dirige quand même vers le robot de traite, vers de moins en moins de pâturage, et où domine encore largement le maïs en silage et le soja. Et j'ai calculé que 4600 fermes, c'est-à-dire moins de 1% des fermes, produisent 67 poulants des poulets de chair, 79 des poules pondeuses et 50% des porcs. Et donc, c'est vrai que finalement, l'intensification de l'élevage se fait avant tout chez les monogastriques, les poules d'abord, enfin les œufs, les poulets de chair, les porcs, le lait et en dernier, je vais dire les vaches à viande, les vaches allaitantes et puis le mouton qui arrive en dernier. Donc on a un peu là-dedans l'intensification possible, mais qui est vraiment à l'œuvre, notamment chez les monogastriques, qui eux ne reposent pas du tout sur l'herbe, mais uniquement sur des cultures, donc des céréales et des tourteaux de soja ou autres produits autres oléagineux. Alors juste pour vous dire, on a travaillé nous sur la métropole de Rennes, essentiellement l'île-et-Vilaine, en fait, qui est le département le plus industrialisé au niveau de l'agroalimentaire. Et ce qu'on avait calculé, c'est qu'en fait, sur ce département, il lui fallait une deuxième surface agricole pour nourrir tous ces animaux. Donc, notamment, il importait 75 000 hectares de tourteaux, essentiellement du soja, donc bien entendu du Brésil essentiellement, et 100 000 hectares de céréales, en consommant déjà tout ce qui était produit dans le département, ce qui faisait une autonomie de 37%. Juste en titre de comparaison, la consommation humaine sur le même territoire nécessite que 14 000 hectares et 94 000 tonnes. Voilà. Donc, en fait, juste pour comprendre, la ferme France aujourd'hui, c'est quand même une ferme à 90% qui sert à produire des protéines animales. Seulement 10% de la surface est utilisée pour les protéines végétales. Voilà. Et donc, ça traduit aussi un énorme flux d'import-export qui ne concerne pas que les protéines animales. Enfin, les protéines animales, c'est tout ce qui est rouge. Donc, c'est animaux et produits animaux, donc à la fois des animaux vivants ou des carcasses. L'essentiel des oléaires protéagineux, c'est aussi des surfaces qui servent à produire les animaux. Et puis, une partie des céréales qui est vendue par la France ou importée, enfin moins importée, parce qu'importée, c'est moins utilisé pour la production animale, sert aussi pour les animaux, quoi. Voilà, donc en fait, les productions animales sont aussi source d'énormes flux d'échanges, ce qui fait que la France exporte pour à peu près 40% de sa production et importe pour 30% de sa production, quoi. Donc pour résoudre les problèmes environnementaux, c'est vrai qu'une des pistes, c'est quand même de limiter tous ces flux d'échanges, puisqu'on voit qu'on importe des animaux et on en exporte, et que là, on pourrait peut-être limiter tout ça, quoi. Alors, parmi un impact quand même qui n'a pas été cité, comme j'ai dit, le maïs donc est entièrement utilisé par l'élevage, de même que la plupart du soja. Là, vous avez l'évolution de la pollution par les pesticides des nappes phréatiques, où on est passé de 14% à 35%, qui dépasse la norme de 0,5 microgrammes par litre, qui oblige un traitement de l'eau par charbon actif. Et donc, on voit là, comme l'a montré
Jean-Louis tout à l'heure, qu'on voit bien que les zones de montagne sont les moins concernées, mais les zones de plaine sont très concernées. Mais l'essentiel quand même des céréales produites va à l'alimentation animale, quoi. Donc, on a aujourd'hui des vrais problèmes d'herbicides notamment, et notamment par exemple le S-métolachlore, un herbicide du maïs, qui contamine toutes les nappes phréatiques, à la fois de Bretagne, mais aussi du Grand Ouest. Alors, par rapport à cette situation où nous, on intègre à la fois l'enjeu climatique, mais aussi l'enjeu de santé publique et de biodiversité en général, on a construit donc un scénario de transition qui s'appelle After 2050, qu'on a décliné dans les régions, qu'on décline par les territoires, et on travaille actuellement sur le scénario Europe. Moi, je vais vous parler que de la France aujourd'hui. Alors, déjà pour dire qu'une agriculture donc, qui répond aux enjeux de l'accord de Paris, c'est possible, que j'ai appelé 1.5 ou 1,5 degré. Alors, le scénario, il y a 3 principes. C'est mobiliser des pratiques et techniques déjà éprouvées, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à prendre en compte des techniques qui n'existent pas, peut-être qu'on imagine. On nous parle toujours, par exemple, que un jour, les céréales sont capables de fixer l'azote. Bon, c'est toujours pas arrivé et nous, on ne prend pas en compte. Après, c'est privilégier les boissons au grès à dividendes multiples. Et enfin, avoir toujours une approche holistique des enjeux. Donc, pas se focaliser sur seulement l'enjeu gaz à effet de serre ou changement climatique, mais tous les enjeux. Après, donc, on a bien 2 piliers, qui est bien d'agir sur les régimes alimentaires et sur les pratiques agricoles. Voilà. Donc, c'est bien les deux à la fois qui permet finalement d'atteindre, de réussir cette transition et d'atteindre les objectifs recherchés, quoi. Alors, nous, la grosse différence qu'on a, c'est qu'on est un des rares scénarios chiffrés, puisque là, bon, Jean-Louis donne des chiffres, mais finalement, c'est quoi l'évolution du cheptel demain, quoi. Il a mis en cause justement le cheptel intensif laitier, maïs-soja. Est-ce qu'il prévoit de le réduire fortement? Voilà. Nous, on a été dans les objectifs chiffrés. Donc, l'objectif, c'est bien dans notre scénario de réduire les émissions de GES, ce qu'on appelle l'empreinte, de 50%, de réduire l'usage des produits phyto de 75%, l'azote chimique de 50%, limiter l'artificialisation des sols, mais on n'est pas à zéro. On réduit cette artificialisation parce qu'on ne croit pas que c'est possible de l'arrêter totalement. Après, on a bien un régime en adéquation avec le PNNS, on y reviendra. Et puis aussi une agriculture qui va être en charge de produire aussi de l'énergie, puisqu'on est dans un scénario de sortie totale des énergies fossiles avant 2050. Et donc, une part de cette énergie viendra forcément de la biomasse. Voilà. Alors, la base du scénario, c'est quand même le travail qu'on a mené notamment avec l'INRA et l'INSERM, un programme qui s'appelait Bionutrinet sur les régimes bio. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les consommateurs bio, en fait, consomment beaucoup plus de protéines végétales, en vert, en marron, les légumes secs, les légumes, les fruits, et beaucoup moins de protéines animales. Donc, notamment, ils réduisent de 50% la consommation de viande. Voilà. En fait, ce type de régime est totalement en accord à la fois avec le plan national nutrition santé, le 4e, qui est sorti en 2019, si je ne m'abuse. Mais aussi, on y reviendra, sur le régime mondial ICLAND7, qui vise à résoudre tous les enjeux environnementaux. Donc, en fait, ce régime de transition, il est déjà utilisé, appliqué par les consommateurs bio actuels, c'est-à-dire des consommateurs qui consomment en moyenne 70% de produits bio. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a montré dans ce travail, c'est qu'à la fois, on améliore tous les indicateurs environnementaux, tous, et on améliore tous les indicateurs nutritionnels. Donc, en fait, pour nous, il n'y a pas photo sur cette évolution, cette transition rapide vers un autre régime, on va dire, qui consommera des protéines animales, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà. Et après, en termes environnementaux, ce qu'on a montré aussi, c'est que, bien entendu, comme l'a dit Jean-Louis, les émissions rapportées au kilo de produit sont souvent plus élevées en agriculture bio parce que les rendements sont plus faibles, parce que pour élever un poulet en bio, comme un poulet label rouge, il faut au moins plus de 72 jours, alors qu'un poulet intensif, c'est moins de 40 jours, donc il faut plus d'aliments. Mais si on regarde, si on travaille au niveau du régime, ce qu'on voit par exemple, c'est que l'empreinte surface diminue de 23%
pour un consommateur bio, ce qui laisse de la place soit pour exporter, soit pour nourrir plus de population, puisque la population française va aussi augmenter. Et qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la partie conventionnelle, les surfaces consacrées à la production, aux aliments végétaux ne représentent que 10%, quoi. Donc 90% des surfaces sont pour la consommation humaine. Et là-dedans, on citait les prairies, oui, mais les prairies ne représentent que 38%, quoi. Donc la majeure partie des surfaces pour nourrir les animaux monogastriques et ruminants sont des terres arables. Voilà. Alors, ça veut dire que on va aller vers une assiette plus végétale, donc on va augmenter la production de fruits et légumes de plus de 20%, des légumineuses qui sont forcément associées aux céréales pour avoir un régime équilibré, plus de 500%, et on va réduire la consommation de viande bovine et de produits laitiers de plus de 40%, ce qui va se traduire aussi donc, en termes de surface par 450 000 hectares de fruits et légumes à implanter en France et 2 millions d'hectares de protéagineux, et passer en 2050 à au moins 50% de bio avec un maintien des prairies naturelles. Alors, si on s'intéresse à la vache, qui est quand même la production dominante en France, hein, le lait et la viande, hein, c'est la production qui occupe le plus de surface, en fait. La stratégie, c'est d'aller justement, comme l'a dit Jean-Louis, sur des systèmes qui sont très performants au niveau environnemental, c'est d'aller vers du lait toute herbe, qui n'existe quasiment pas aujourd'hui, hein. Je pense on compte sur les doigts de la main les systèmes laitiers qui ne font du lait qu'avec de l'herbe, mais ils existent. Donc là, c'est passé à 20%. Après, avec donc développer, maximiser le pâturage, qui peut être jusqu'à 10 mois en Bretagne, rechercher l'autonomie en concentré, limiter cette part des concentrés, privilégier les races mixtes parce que les races spécialisées comme la Holstein qui dominent ne sont pas des bonnes races à viande. Donc, on a tout intérêt à relancer les races mixtes et puis voire diversifier les systèmes d'élevage laitier puisqu'on va finalement diminuer un peu le nombre de vaches. C'est finalement voir comment ils peuvent à la fois transformer, labelliser le lait hein, pour avoir des revenus économiques plus élevés, et puis introduire des cultures de vente, que ce soit du blé panifiable, des légumes, dans leur assolement. Voilà. Et puis, pour les monogastriques, où il n'y a quasiment pas de lien au sol, c'est justement d'aller vers tous les nouveaux standards, que ce soit les labels rouges, l'AB, le plein air, qui va avoir un coût. Ça veut dire que dans ces élevages-là, il va falloir plus d'aliments. Donc, les rendements en termes de protéines végétales et de protéines vont se dégrader. Mais si on veut de la qualité, je dirais, ça se paye et ça se payera au prix finalement d'en consommer moins, quoi. Donc, c'est consommer mieux, mais moins. Voilà. Alors, pour Eat Lancet, donc, vous pouvez facilement accéder sur Internet à ce travail où des chercheurs, notamment en nutrition, mais pas que, sont posés la question de comment on va faire à long terme pour faire face aux limites de la planète, qui sont donc bien entendu les gaz à effet de serre, hein, c'est l'accord de Paris, au fait que les surfaces agricoles sont limitées, que l'eau pour irriguer est limitée, que le cycle de l'azote et le cycle de phosphore aussi, puisqu'il va falloir, le phosphore c'est une ressource non renouvelable, l'azote c'est fait à partir du gaz, qu'il va falloir s'en passer demain, et puis tous les enjeux de perte de biodiversité. Donc j'ai comparé, au moins pour 2 de ces indicateurs, c'est-à-dire le changement climatique, où ce qui regarde, c'est surtout les émissions de CH4 et N2O, et puis les terres arables, ce que ça donnait entre les recommandations pour le monde de Eat Lancet et la situation en France. Donc en 2010, si on regarde les émissions donc, par habitant, en gros, on est à plus de 2 fois les émissions mondiales par habitant en France. Et en 2050, en appliquant le scénario, malgré ce scénario-là, même si on baisse les émissions de gaz à effet de serre en France de 50%, on sera toujours largement au-dessus de la moyenne mondiale. Voilà. Et concernant les terres arables, c'est pareil, on a la chance de disposer de beaucoup plus de terres arables, donc à peu près 3000 mètres carrés, comparé à, je sais plus, à peu près 1800 mètres carrés au niveau mondial. Et la situation n'aura pas trop bougé, sauf qu'on aura quand même moins de terres arables par habitant du fait de l'augmentation de la population. Mais en fait, on n'aura pas vraiment réduit les écarts. Donc, la France est un pays on est largement au-dessus des standards mondiaux recherchés, quoi. Donc, en tout cas, de
baisser comme on le fait dans le scénario after n'est pas du tout incohérent, loin de là. Et concernant le régime alimentaire, en gros, ce qui est recommandé clairement, alors vous avez on va dire en jaune, c'est business as usual, hein, c'est-à-dire on ne change pas trop, et en bleu, c'est on applique le régime de santé planétaire, et puis en vert, on a des petits leviers supplémentaires comme la réduction des déchets, quoi. Donc si on regarde les produits animaux, donc on est bien vers globalement, dans le système classique, la tendance actuelle, on va augmenter de 50% la production laitière sur la planète, et que dans les scénarios IC-Lancet, on va continuer d'augmenter, mais d'une façon beaucoup plus faible, quoi. Ça, c'est pour le monde, hein. Et pour la viande rouge, par contre, on est vraiment sur une baisse de la consommation de viande rouge qui prend en compte donc le porc. Et pour la volaille, en gros, on n'augmente pas, quoi. Alors, juste aussi un petit détail, par exemple, pour le porc, on a une totale incohérence aujourd'hui entre les recommandations du plan national nutrition santé élaboré par l'ensemble de nos scientifiques français et ce qu'on observe au niveau agricole. Si on prend la charcuterie, donc le PNNS recommande 150 grammes de charcuterie par semaine et la consommation moyenne des Français de plus de 300 grammes, donc le double de la recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, il faut bien aller vers une réduction de moitié des élevages de porc et aussi réduire fortement la production, la consommation de viande bovine. Voilà. Donc pour terminer, sur le débat qu'on va continuer à avoir après ma présentation, il est important de nuancer tous les débats, donc de bien séparer les monogastriques des ruminants, ce n'est pas tout à fait le même problème, de voir qu'est-ce qui peut être réduit dans notre alimentation, et puis de travailler sur différents scénarios de réduction de 30, 50 ou 70%, qui est quand même en gros ce qui est nécessaire si on veut atteindre les différents objectifs. Voilà. Et puis après, bien entendu, ça a été dit, il y a différentes formes d'élevage, il y a différentes échelles et les problèmes ne sont pas les mêmes si on raisonne France, Europe ou monde. Voilà, la France, c'est quand même un pays qui produit énormément de protéines animales, qui consomme énormément de protéines animales. Et ça n'a rien à voir avec l'Inde ou la Chine qui, elle, est en train d'ailleurs de nous rattraper. Voilà. Et il est important aussi dans ce débat de ne pas se focaliser, comme vous le prévoyez de le faire à X-Food sur le dernier débat, finalement de synthétiser tous les enjeux. Bon, nous, c'est ce qu'on a fait dans notre scénario d'entrée de jeu. Donc, on n'intègre pas que l'enjeu environnemental. Et ça, c'est important parce qu'il y a une dimension culturelle, on n'en a pas trop parlé, mais qui nous lie aussi au vivant, que ce soit les plantes ou les animaux. Et je pense qu'il ne faut pas perdre cette dimension. Et puis après, ça veut dire qu'en fonction du scénario qui aura été retenu, bon, alors en France, il y a le travail sur la SNBC, là, Stratégie nationale bas carbone, enfin d'avoir un vrai plan vers quoi il faut aller en termes d'agriculture et d'alimentation et de le mettre en œuvre. Voilà, et ça, ce n'est pas encore vraiment fait. Et juste pour terminer, une petite pause pub. Voilà, donc là, c'était la vision de l'agriculture par Ford en 1974, donc ça fait déjà 56 ans. Alors, on peut dire qu'on n'est pas encore, heureusement, parce que là, c'est vraiment une vision que j'ai appelée fin des animaux et fin des paysans. Voilà, tout est contrôlé par ordinateur, par drone, etc. Donc, c'est plus de l'agriculture. Voilà. Après cette pub de Fleury Michon que j'ai appelée fin de nature, je disais fin de naturel avec FAIM, où en fait, ils ont essayé de nous faire croire sur cette publicité que les monogastriques, finalement, mangeaient de l'herbe, ce qui est complètement faux. Bon, ils ont l'avantage d'émettre moins de gaz à effet de serre, mais il ne faut quand même pas leur donner l'avantage de la prairie. Après cette pub de Uber, que j'ai appelée fin de cuisine, qui est le pire des scénarios, puisque 0 minute de cuisine, hein, ils vont se charger de ça pour vous. Voilà, et puis pour conclure, plutôt aller vers la convivialité et la frugalité, c'est plutôt notre scénario. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe.
Merci beaucoup. On a reçu à nouveau un bon nombre de questions. Je vois que Jean-Louis travaille à répondre à certaines d'entre elles. Alors déjà, un petit rappel pour tout le monde, mettez bien vos questions dans l'onglet Q&A. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais si vous voulez qu'on ait une chance d'aller au travers de une majorité d'entre elles, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre ça dans les questions dans le Q&A. Donc, je vais commencer par… alors, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Il y avait une question, peut-être Jean-Louis, peut-être pour toi, mais sinon, je vous laisse un peu décider qui veut la prendre. Qui est, quel est le seuil de ruminant maximal qui permettrait un cycle équilibré? Merci de poser la question. Je vais peut-être laisser Philippe répondre tout de suite, parce qu'avec les approches scénarios, on a quelques idées. Puis je compléterai éventuellement, mais c'est une question très compliquée en fait. Faut bien comprendre que l'intérêt des animaux, déjà, c'est leur couplage au sol. Donc, dès qu'on est dans des systèmes totalement découplés, comme c'est le cas d'une partie des monogastriques ou d'une partie de l'élevage le laitier en Bretagne, voire même ailleurs, hein, où beaucoup de concentrés sont achetés, je veux dire, là, finalement, leur rôle dans les cycles, etc., sont beaucoup moins performants, quoi. Donc, la règle, c'est d'aller vers des systèmes qui produisent leur alimentation. Et si c'était le cas, on n'aurait pas la situation qu'on a en Bretagne d'excédent d'azote qu'on essaye de reconcentrer pour refourguer à d'autres régions qui n'ont pas d'élevage. Donc, autant faire ce couplage d'entrée de jeu. Donc, l'idée, c'est bien d'aller à la fois de réduire l'élevage et d'aller et de faire ce recouplage sur le territoire, quoi. Bon, voilà, nous on a fait les cartes, hein, on a proposé tout ça est calculé par région, donc ça, vous pouvez y accéder, quoi. Voilà, après, je trouve que l'élevage ne produit pas de l'azote. Donc, l'élevage, finalement, le gros intérêt de l'élevage avant l'introduction de la chimie et des énergies fossiles qui a tout changé avec les engrais azotés, c'est qu'il permettait, via le fumier, un transfert de fertilisation des prairies de fauche qui servaient à faire du foin, qui nourrissaient les vaches en hiver. Et le fumier qu'on récupérait, on le mettait sur les cultures alimentaires. Là, il y avait un vrai système intéressant. Ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, quoi. Donc, il faut retrouver ces règles agronomiques. Je pense que la logique économique a effectivement poussé au système qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, s'ils existent, c'est qu'ils ont une bonne raison d'exister. Et c'est une raison d'abord économique. Avec, chez les filières de monogastriques, des phénomènes d'économie d'échelle très importants, un peu moins vrai chez les ruminants. Les éleveurs le croient, mais c'est moins vrai. Et puis des phénomènes d'économie d'agglomération. Si tous les ports sont en Bretagne, il y a une raison, hein, c'est que le système est très efficient d'un point de vue économique. Il n'est pas efficient d'un point de vue environnemental. Alors, après, réduire les effectifs animaux, sûrement qu'il faudra les réduire un peu, pas trop de doute là-dessus, mais ce n'est pas tant les réduire que de les répartir autrement sur le territoire. C'est juste ce que je redis d'une autre façon ce que vient de dire Philippe. Hein. Si on remettait des animaux de façon uniforme sur l'ensemble des territoires en France, on n'aurait pas un chargement si élevé que ça. On pourrait avoir des systèmes très agroécologiques qui recyclent bien les effluents, qui, si on fait rentrer l'azote par des légumineuses plutôt que par de l'engrais, qui provient d'ailleurs souvent d'une autre partie du monde, hein, avec force dégagement de gaz à effet de serre et de protoxyde d'azote, on aurait des systèmes beaucoup plus vertueux. Le problème, c'est, la volonté politique de faire ça et l'engagement des filières à y aller. Encore une fois, si les poulets ou les porcs sont dans le Grand Ouest, aller remettre du poulet ou du porc dans le bassin parisien, ce n'est pas si simple que ça, quoi. Ça serait pourtant très bien. Il y aurait peut-être en plus même presque des atouts avec des circuits un peu courts avec le Grand Paris qui pourrait être alimenté. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses, mais il y a de tels freins économiques que aujourd'hui, je ne vois pas comment le faire, quoi. Okay. D'accord. Il faut éviter de perdre les systèmes d'élevage là où il y en a peu. Et je pense qu'avec les plans alimentaires territorialisés, d'un recouplage entre la demande alimentaire locale et la production locale, on est dans cette dynamique-là, voire d'installation des fois d'éleveurs. Hein. Bon, des fois, c'est des maraîchers là où il en manque, mais des fois, ça peut être des éleveurs. Et en tout cas, de ne pas perdre ce qu'on a, de ne pas perdre les outils de transformation
comme les abattoirs ou les ateliers de découpe. Donc là, il y a un peu cette logique qui se met en œuvre grâce au PAT. Après, si on regarde les cartes de France de répartition des ports en 1929 ou même en 1950, il y en avait sur tout le territoire. La concentration est tout à fait récente. Ouais. Par contre, là où il faudra préciser, quand Jean-Louis dit réduire un peu, nous, on n'est pas à réduire un peu. On est à réduire de 40% à 50%. Donc, ce n'est pas un peu, c'est réduire fortement. Et c'est un peu notre position, quoi. D'accord. Là, effectivement, on verra ce que l'avenir dit, mais réduire de 40%, ça a des répercussions économiques qui sont aussi à prendre en considération et qui ne sont pas si simples que ça. On n'est pas, l'Europe n'est pas seule, enfin la France n'est pas seule en Europe et l'Europe n'est pas seule dans le monde. Donc, il faut voir comment on fait, quoi. Ouais. D'accord. Je vais passer à une autre question. Donc, on a parlé beaucoup de protéines animales et de protéines végétales. Il y avait une question par rapport aux protéines d'insectes. À savoir, est-ce qu'on a déjà des données sur les alternatives comme les protéines d'insectes? Oui, enfin, différents éléments de réponse. Oui, on a des données. Un, c'est des protéines de relativement bonne qualité, c'est des protéines animales, pour faire simple. Deux, si elles sont produites comme on produit les poulets aujourd'hui, avec des bons aliments, on va dire, elles n'ont aucun intérêt, c'est pas plus efficace, voire moins efficace que du poulet intensif. Alors, peut-être moins de problèmes de bien-être animal, pour l'instant, mais d'un point de vue environnemental, c'est pas plus efficient. Par contre, ce qui est vraiment intéressant avec les insectes, c'est qu'on peut les produire alors avec moins de rendement, mais sur des biomasses de moindre qualité, et donc ils contribuent au recyclage comme peuvent le faire les animaux. Et là, ça peut être intéressant à deux niveaux. Un pour d'abord l'alimentation des animaux, et je pense notamment aux volailles pour lesquelles réduire le soja va être très compliqué. J'imagine très bien un élevage bovin en France sans soja et un élevage de porc, il l'est déjà quasiment sans soja. Ça peut se faire. Le prix du soja est élevé, il n'y a plus de soja dans la formulation des aliments porcs et ils grossissent tout pareil. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, les volailles, on ne peut pas se passer du soja. Et peut-être que les protéines d'insectes peuvent être une partie de la solution pour les volailles. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines d'insectes aujourd'hui, même dans les scénarios optimistes des producteurs d'insectes à Bruxelles, quand ils nous disent quand on aura produit 5 millions de tonnes d'insectes en Europe, ça sera déjà beaucoup. Donc, c'est sans commune mesure avec les besoins qu'on a pour nourrir à la fois ou les hommes qui mangeraient moins d'animal et plus d'insectes, de protéines d'insectes, et les animaux qui pourraient manger des protéines d'insectes, notamment les volailles, peut-être un peu les porcs. Donc, c'est un petit élément qu'il faut mettre au dossier, qui peut apporter quelque chose, indéniablement, mais ça ne va pas révolutionner. Je ne pense pas, du moins. Enfin, en tout cas, nous, c'est une composante qu'on n'a pas pris, comme j'ai dit, on n'a pas de rupture dans notre scénario, donc ce n'est pas une composante qu'on a retenue actuellement dans notre scénario After 2050. La priorité est donnée avant tout finalement à la réduction de la consommation d'aliments par les animaux, notamment les ruminants. Parce que sur les monogastriques, quand même, il faut rappeler que si on veut faire de la qualité, on va consommer plus d'aliments que si on fait des systèmes plus intensifs, notamment sur le poulet, quoi. Et, voilà. Et l'idée, c'est quand même un peu de se sortir de cette logique-là qui continue, parce que si on regarde les chiffres même du nombre d'œufs par poule, on est toujours sur une logique de toujours plus d'œufs par poule, avec derrière tout un tas de choses qu'on ne montre pas, quoi, sur ces élevages-là hyper intensifs que personne ne veut voir, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir montrer un peu tout ça au public, quoi. C'est-à-dire que les gens qui sachent un peu ce qu'ils consomment, d'où ça vient, comment ça a été produit, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les consommateurs ignorent pour beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de reportages, etc., mais ils ignorent souvent comment c'est fait, quoi. Et justement, il y avait une question justement par rapport au système plus favorable. Donc, est-ce que ces systèmes, ils nécessitent beaucoup de technicité? Et si oui, comment est-ce que l'enseignement agricole le prend en charge? Les systèmes, on va dire, agroécologiques nécessitent du temps, il faut observer pour agir au bon moment avec des méthodes plus soft que celles que l'on a actuellement, et de la technicité parce qu'il faut anticiper les réponses de ces animaux ou de ces cultures qui servent à nourrir les animaux quand on est polyculteur éleveur. Donc, c'est relativement complexe. Et je dirais que l'évolution de nos systèmes d'élevage, ils ont été vers de la simplification et de la segmentation. C'est-à-dire, on n'est même plus éleveur de porc, on est naisseur ou engraisseur, on ne fait même plus toute la chaîne.
du coup, il y a des transferts d'animaux vivants qui posent d'autres problèmes de bien-être, etc. L'élevage laitier est peut-être le seul où l'éleveur, il est encore resté à peu près, il fait naître ses veaux, il élève ses génisses, il a ses animaux. Il y a un peu des fois de spécialisation d'élevage de génisses, mais très peu. Mais dans les autres filières, c'est la filière volaille, alors ça, il y a les accouveurs, enfin, voilà, c'est complètement séparé. Et du coup, on a simplifié. Faire du lait avec du maïs soja, c'est facile. Hein. Je sème mon maïs en début d'année. Je sais que je vais faire dans mon exploitation 12 ou 13 tonnes de matière sèche à l'hectare, ou 17 si c'est une bonne terre. Je le sais. Et puis, quand j'aurai mon silo, j'avancerai de 20 cm tous les jours dans le silo. C'est très facile. Quand ma vache est au pâturage, je ne sais pas quel temps il va faire dans 3 semaines. Est-ce que j'aurai de l'herbe? Est-ce que j'en aurai plus? Donc, il y a une incertitude à gérer qui fait que les éleveurs ils sont allés vers de la simplification souvent. Et en plus, ces systèmes simplifiés sont plus mécanisables. Enfin, voilà, on fait des gros volumes, donc on peut investir, rembourser des emprunts, on s'endette, et puis voilà. Puis donc, c'est plus de la gestion de la complexité, en fait. Ben oui. Ouais, mais à la fois, quand on regarde comme les réseaux de référence dans le sud-ouest, notamment… Philippe, je te laisse parler, je reviendrai après. Vas-y. Ouais, celui des CIVAM, qui est quand même incroyable avec les premiers travaux de Pochon, qui datent quand même de 82, c'est-à-dire il y a quasiment 40 ans, où en fait, tout le temps, les résultats montrent que les systèmes à l'herbe, pour rester au système laitier, sont plus profitables tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. On n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, en 2021, on en est encore avec des systèmes à l'herbe qui sont si peu dominants par rapport au système classique. Et c'est là qu'on a un vrai verrouillage technologique de la recherche, des industriels, des coopératives, des champs d'agriculture, du contrôle laitier. Aujourd'hui, le robot de traite, c'est lui qui fait la sélection des vaches, quoi. Donc, le robot de traite, c'est une machine à sélectionner des vaches de plus en plus productives. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les agriculteurs qui ont pris une autre voie, mais ils s'en portent beaucoup mieux, quoi. Enfin, le système laitier, il ne se porte pas bien aujourd'hui, quoi. Et vous allez avoir un mal fou à trouver des jeunes qui veulent faire ce métier-là, parce que le métier est chiant, il ne rapporte pas beaucoup, et donc, il va y avoir un vrai problème. Il est possible que l'élevage s'effondre en France par manque d'agriculteurs. C'est un scénario, notamment sur les ruminants, qui est tout à fait plausible. Donc, il est temps de se préoccuper quand même de tout ça. Alors, c'est vrai qu'on dit, voilà, c'était le système dominant. Enfin, on l'a poussé, mais il y a quand même d'autres agriculteurs qui font autrement et qui s'en sortent très bien, quoi. Donc, on n'est pas obligé de suivre ça, quoi. Et voilà, il y en a, ils virent le contrôle laitier, ils s'en portent beaucoup mieux, quoi. Jean-Louis, tu voulais rajouter quelque chose, oui? Oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, j'ai pas mal suivi les systèmes herbagers en Bretagne, avec Pochon et d'autres. Oui, c'est des gens qui s'en sortent bien. Mais la première motivation de ces gens, enfin, une des premières motivations… Alors, Pochon, c'est parce que dans les côtes du Nord, enfin, les côtes d'Armor, dans le nord des côtes d'Armor, le maïs pousse pas bien, mais l'herbe pousse bien. Donc, c'était aussi une de ses motivations. Mais c'était aussi de rompre avec le système dominant actuel où l'éleveur ne fait que recevoir des conseillers dans son exploitation qui lui conseillent toujours quelque chose qui est bon, non pas pour son revenu à lui, mais pour le revenu de la firme qu'il représente. Donc, les systèmes herbagers sont vraiment des systèmes en rupture. Ils sont un peu durs à conduire, mais peut-être pas tant que ça. Après, c'est un problème de chargement. Hein. Quand je disais tout à l'heure, je ne sais pas quel temps il fera la semaine prochaine, mais si j'ai un chargement raisonnable, si l'herbe pousse un peu moins, ce n'est pas grave. Hein. J'aurai encore de quoi nourrir mes animaux. Donc, c'est vraiment des systèmes qu'il faut pousser. Le problème, c'est que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui n'y sont pas favorables. Ils ont tous des bonnes raisons. Je n'ai pas un parcellaire adapté, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mon impression, c'est exactement ce que disait Philippe. On risque de perdre énormément d'éleveurs avec notre système actuel parce qu'ils sont surendettés. Je vais aller faire un exposé dans les pays de la Loire vendredi prochain. Je regardais le taux d'endettement des éleveurs bovins, viande et lait, c'est impressionnant, quoi. Donc, ils investissent dans des machines et ils ne travaillent que pour rembourser leurs machines. Alors que le petit voisin d'à côté, qui est un peu plus petit, moins de surface éventuellement, mais de l'herbe, il vit relativement bien. D'accord. À la limite, il fait même du lait bio. Mais bon, même pas besoin, finalement. Mais c'est vrai que pour le lait, je pense qu'on a la chance de ne pas avoir encore des élevages de trop grande taille. Parce qu'après, le pâturage devient quand même compliqué. Quand on a plus de 100 vaches à la traite, ça devient quand même compliqué d'avoir les surfaces ruminées. Mais en tout cas, je pense que c'est encore jouable de faire évoluer ces systèmes-là. Comme l'a dit Jean-Louis, ça va être beaucoup plus compliqué pour les
les gros élevages, enfin, où il y a surtout des gros élevages en porc et volaille. En œuf, j'en parle pas, quoi. C'est carrément c'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie. Et là, finalement, il s'est créé un autre système à côté. Là, vous avez des gens qui font des œufs, mais ils ont 100 poules, 500 poules, enfin, ils n'ont pas 20 000, 50 000 ou 100 000 poules pondeuses, quoi. Donc, en fait, il n'y a rien au milieu, quoi. On a vraiment un système plutôt circuit court, et puis à l'autre côté, on a un système hyper intensif, et cela, moi, déjà, on va supprimer les poules en cage, mais moi, je ne sais pas trop comment faire, quoi. Puis ces gens sont verrouillés au niveau des investissements. Ouais. Donc là, c'est un peu comme une industrie. Hein. On lui dit, il va falloir s'arrêter. Il va falloir les aider, quoi. Ouais. Et puis, Jean-Louis, tu peux conclure en 2 minutes sur ce sujet? Oui, juste, et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on est ouvert sur le monde. Et moi, je souscris à ce que vient de dire Philippe, mais en même temps, pas très loin de l'Europe, en Ukraine, ils sont en train de monter des poulaillers de 10 millions, 12 millions de poulets, quoi. Donc, ils sont encore une taille sans commune mesure avec ce que nous, on appelle très industriel et qui est déjà de trop et avec les problèmes que cite Philippe. Mais en même temps, il y en a qui sont aujourd'hui en train de dire on monte des poulaillers en Ukraine et on va faire des poulets 30% moins chers que les Brésiliens. Et je suis sûr qu'il y aura des consommateurs français pour acheter. Donc, c'est très compliqué quand même. Ouais. C'est très, très compliqué. D'accord. Il y aurait beaucoup de choses encore à continuer dans cette discussion, mais il y a un autre sujet sur lequel j'aurais voulu qu'on passe peut-être les quelques minutes qui nous restent ensemble. C'est surtout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, il y avait plusieurs questions autour de ça, notamment 2 grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on explique les fortes disparités d'émissions de gaz à effet de serre d'une région du monde à l'autre? Et puis, quand on regarde en particulier l'Asie et l'Amérique du Sud, donc elles semblent être plus émettrices en termes de gaz à effet de serre. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a ou est-ce que vous êtes au courant s'il y a une démarche globale d'optimisation des élevages par rapport au gaz à effet de serre, notamment quand on pense à ces régions-là? Alors, oui. Alors, pourquoi d'autres pays du monde ont des systèmes très émetteurs parce qu'ils ont des animaux très peu productifs. Je pense notamment à l'Afrique. Hein, quand on a une vache qui fait 500 ou 1000 litres de lait par lactation, évidemment, ça coûte cher au litre de lait comparé à une vache chez nous qui fait 8000 ou 9000, même 10 ou 12 000 si on va dans des systèmes intensifs hollandais ou danois. Donc, c'est ça. Mais ce système de calcul par ACV oublie aussi que dans ces pays, la vache qui ne fait pas beaucoup de lait, c'est aussi le tracteur dans l'exploitation, c'est aussi un moyen de transport, c'est aussi le moyen qui effectivement transfère de la fertilité depuis la savane où elle va brouter la journée jusque dans le petit jardin à côté de la maison où elle fume pendant la nuit, enfin fume la terre, j'entends. Hein. Donc voilà, donc ramener tout au litre de lait, c'est une vision qui est trop simpliste. On peut pas, c'est difficile de comparer les pays comme ça, mais c'est n'empêche que c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Après, dans les pays d'Amérique latine, ils ont effectivement beaucoup moins de technicité que nous pour l'instant. Mais par exemple, au Brésil, j'étais dans un congrès il y a 15 jours, on a vu la première exploitation brésilienne de production de bovins viande qui est certifiée zéro carbone chez eux. Alors, je ne sais pas trop exactement comment ils calculent le zéro carbone, mais en fait, c'est des bovins qui sont exclusivement à l'herbe et en agroforesterie, donc sous couvert d'arbres, les arbres stockant du carbone, faisant de l'ombre pour les animaux. Et ils ont des races beaucoup plus précoces que les nôtres qui peuvent engraisser à l'herbe, ce que nous, on ne peut pas faire avec du limousin ou de la charolaise. Et encore moins avec de la blonde d'Aquitaine. Alors, pour compléter ce que Jean-Louis déjà, il faut savoir que l'essentiel des flux de produits animaux, c'est plutôt l'Europe. Hein. Je veux dire, on importe beaucoup de viande européenne, un peu du Brésil, pas du tout d'Afrique. Donc, en tout cas, concernant la France, c'est ça. Je pense que la voie sans regret, c'est quand même d'essayer de sensibiliser le consommateur à comment sont produits ces produits animaux et de produire, je dirais, un maximum en France, quoi. Parce que là, on peut garantir finalement meilleure traçabilité des impacts, alors qu'on ne maîtrise rien du tout au Brésil sur le soja, où toute la déforestation à 90% est illégale, quoi. Et c'est vrai que ce qui est plus supportable aujourd'hui, je trouve, d'un point de vue environnemental, c'est en fait la déforestation de l'Amazonie. On ne peut plus continuer à supporter ça. Bon, les labels rouges,
ont sorti les OGM de leur ration et ça leur coûte cher aujourd'hui, très cher. Et donc, si les consommateurs ne suivent pas, ça ne marchera pas, quoi. C'est vrai que, si, comme disait, si demain, on a des œufs en Ukraine ou des poulets qui coûtent 30% moins cher, si les consommateurs français achètent ça, ben, c'en est fini, quoi. Donc, tout le travail à faire, il est bien sur renouer le lien entre l'alimentation et l'agriculture et donc travailler là-dessus, quoi. Et je pense qu'avec toute la démarche qu'il y a aujourd'hui sur les plans alimentaires, on est quand même dans la bonne voie. Le plan national nutrition santé dit aussi ça, cuisiner. Et donc, on a cette chance d'avoir en France des gens qui sont attentifs à l'alimentation. Ils y passent un temps fou, que ce soit pour la préparer ou la manger. Il ne faut surtout pas perdre ça, quoi. Et donc, plus on saura d'où viennent les produits, plus on ne consommera pas ces produits qui impactent l'environnement, voire notre santé. Parce que derrière, il y a aussi, on n'a pas cité, mais un des gros problèmes de l'élevage industriel, c'est quand même l'usage massif des antibiotiques et l'antibiorésistance, qui est quand même autre chose que le Covid. Je veux dire, le jour, là, aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui des bactéries qui sont multirésistantes à tous les antibiotiques. Donc, comme diraient les spécialistes des antibiotiques, on a allumé la mèche, on ne sait pas sa longueur, quoi. Et ça, c'est clairement la cause de l'élevage intensif. Ça aussi, c'est un sous-produit dont on parle peu, quoi. Et donc, il faut vraiment qu'on ait des gens vraiment encore plus avertis sur d'où viennent leur alimentation, comment ça a été produit, et aller vers du mieux et du moins, quoi, parce que c'est des produits quand même qui coûtent cher, mais il faut mieux en consommer un bon poulet, label rouge, que d'en consommer 2 ou 3 qui n'ont pas de goût, quoi. Parce que je peux vous dire que on peut faire des plats à base de production d'aliments végétaux nettement meilleurs qu'un poulet qui n'a pas de goût, hein. Dernière question, un peu polémique. C'est bien de garder les questions un peu polémiques pour la fin. Question sur la viande artificielle. Donc, la viande artificielle de laboratoire. Qu'est-ce que vous en pensez comme alternative éthique et efficace à la viande actuelle ou même à la viande bio? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que vous pensez que, elle peut devenir significative en termes de volume? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas sûr qu'on soit, je vais démarrer, je serai comme ça, j'ai envie de terminer, je ne suis pas sûr qu'on soit polémique entre nous. Enfin, moi, je n'y vois mais aucun intérêt. Aucun intérêt. Et je pense que c'est un grand danger. Ça veut dire qu'on déconnecte totalement l'alimentation et l'agriculture. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à y croire, mais enfin, vu les milliards apparemment, moi je ne connais pas bien le sujet, mais il y a des livres qui sont écrits là-dessus, qui s'investissent notamment par les GAFA. On peut se demander s'ils ne vont pas arriver à quelque chose. C'est sûr qu'on sera peut-être un des derniers pays où ça rentrera, mais enfin, les McDo sont rentrés en masse en France, donc pourquoi pas ça. Moi, franchement, je n'y vois strictement aucun intérêt, parce que la France est quand même une culture des paysages et de l'alimentation. Donc, remplacer le comté, tout ce qui va avec, par de la cellule qui peut être produite n'importe où, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Jean-Louis? Non, même réponse avec peut-être deux, trois autres arguments, mais oui, complètement, ça n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est d'enrichir ceux qui veulent disposer de l'arme alimentaire à l'échelle de la planète, hein. Alors, il y a deux problèmes derrière, enfin plusieurs problèmes derrière ça. Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est est-ce qu'on imagine demain que l'humanité va avoir une alimentation qui ne vient pas de la Terre? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos civilisations? Je pense que là, c'est vraiment un problème de fond, ça. Ensuite, tout à l'heure, il y a eu une question sur les insectes. Bon, je ne pense pas qu'on mange jamais des grosses quantités de protéines d'insectes, on peut en manger un petit peu. Mais en plus, les insectes, la production d'insectes a de l'intérêt parce qu'on peut avoir toute une bioéconomie derrière. On ne mange pas toutes les parties de l'insecte. Il y a des cuticules qui peuvent rentrer dans des industries chimiques pour refaire de l'huile. Moi, j'ai bu de la bière d'insectes. Bon, ce n'est pas très bon, mais enfin, ça fait de la bière, quoi. Donc, on peut imaginer toute une bioéconomie derrière les insectes, mais ça sera des petits volumes. Ce qu'on appelle les steaks végétaux. Alors, j'aime pas trop l'appellation steak végétaux parce que ça n'a rien à voir avec du steak, mais enfin bon, c'est des végétaux.
Aujourd'hui, c'est des produits ultra transformés qui sont sûrement pas forcément top, mais demain, on peut imaginer des produits beaucoup plus naturels. Et puis, je veux dire, il n'y a qu'à mettre un peu de lentilles, un peu plus de lentilles dans son assiette avec un petit salé, puis ça le fera. Hein. On a les surfaces pour les produire. Je conçois que ça peut se développer. La viande in vitro, quand on voit les tonnes, il y a un facteur d'échelle qui est fantastique. C'est pas parce qu'on va fabriquer 100 grammes ou 1 kilo d'amas de cellules, de myoblastes quelque part, qu'on aura fabriqué de la viande à des échelles qui sont quand même des dizaines de millions de tonnes qu'il nous faudrait, ne serait-ce qu'en France, si on n'en mangeait que 10% de notre équivalent de viande aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a strictement aucun intérêt. Ce que je suis en partie d'accord avec ce que disait Philippe, il faut réduire notre consommation de viande. Bah oui, alors après, Philippe, il dit il faudrait moins 40% d'élevage. Bon, moi, je ne suis peut-être pas à moins 40, je suis peut-être à moins… Mais peu importe, on voit bien, enfin, il y a peut-être encore des discussions scientifiques à avoir, mais il y a une direction qui paraît assez évidente et qui est plausible. La solution de la viande in vitro, pour moi, ça fait juste fantasmer des technicistes, puis c'est tout, quoi. Très bien. Il nous reste 1 minute. Est-ce que tu veux conclure, Anne-Claire? C'est difficile de conclure avec tout ce qu'on vient d'échanger, mais le sujet est vaste, hein, déjà. Premier élément de conclusion, le sujet est vaste. Je pense qu'on a trouvé, merci à tous les deux, parce que vous nous avez éclairé sur à la fois les enjeux, les impacts, mais aussi les bénéfices de l'élevage, de la viande, du lait, dans certains cas. Donc ça, c'est vraiment très, très éclairant pour nous. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est manger moins mais mieux de viande. Donc mieux, c'est en particulier revoir à la fois les régimes, les diètes, comme vous l'avez dit, et puis aussi répartir sur les territoires avec des territoires moins spécialisés. Derrière ça, on comprend qu'il y a des enjeux de transition qui sont énormes et qui ne sont pas simples et qui sont de transition économique et puis des enjeux de formation aussi qui sont pas, et de transition pour les éleveurs qui sont des hommes et des femmes qui sont derrière et qui ont des habitudes, qui savent faire certaines choses et puis qui ne savent pas faire forcément faire d'autres pratiques. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres points à ajouter de ton côté, Delphine. Non. Mais en tout cas, c'était très éclairant. On comprend que ce n'est pas si simple que le sujet des gaz à effet de serre, point barre, comme l'a dit Jean-Louis en introduction. Et puis, il y a aussi le sujet, bien sûr, de l'atterrissage dans les limites planétaires que Philippe nous a bien montré, qui est complexe. Donc voilà, vaste sujet. Merci à tous les deux. Et puis, le débat continue sur la prochaine table ronde, ça sera sur les aspects économiques. Donc, je pense qu'on va se nourrir de nos échanges d'aujourd'hui pour mettre en perspective ces aspects-là aussi, compte tenu de ce qu'on vient d'apprendre ce soir. Donc, merci à tous les deux. Et merci à tous les participants pour vos questions. C'est chouette, c'était bien animé et bonne discussion. Merci à vous tous. Merci. À bientôt. Merci à tous.